Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur de Diaspora. Vous suivez Bisso na Bisso, votre émission consacrée essentiellement aux associations, les mouziki, les clubs de bière. Aujourd'hui, nous recevons un homme, Monsieur Dimitri Foumoutiti, président d'une association qui s'appelle l'Association Développement Relations Nord-Sud. Monsieur Foumoutiti, bonjour. Bonjour Doriska. Et bienvenue sur votre émission Bisso na Bisso. Merci à vous de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir. Vous connaissez la maison? Merci. Alors, si vous nous expliquez ce concept Nord-Sud. Alors il faut partir par l'acronyme qui est ADRNS. Donc c'est Association Développement des Relations Nord-Sud. En fait, cette association a pour vocation de relier donc les personnes du Nord, donc c'est-à-dire pour nous la diaspora et les migrants qui sont à l'extérieur, avec le Sud qui est pour nous le périmètre, l'Afrique, donc les 54 pays de l'Afrique. Donc c'est pour ça qu'on parle de relations Nord-Sud, ou Sud-Nord. Alors vous avez dû suivre l'actualité cette semaine avec ce drame des 6 Congolais, compatriotes congolais qui sont morts dans la Méditerranée. Par rapport à votre association aujourd'hui, quel est votre regard sur l'immigration? Alors tout à fait, on a été alerté que ce soit par les médias, Ziana TV, il y a eu Ouest France, enfin pas mal de médias français qui ont relayé ce qui s'est passé donc aux côtes de l'Espagne. On tient tout d'abord en tant qu'association à compatir et à présenter nos condoléances aux familles qui malheureusement ont perdu leurs membres. Et en effet, ADRNS, quand on voit ce genre d'événement, et il y a quelque temps, on a vu aussi ce qui s'est passé en Libye, quelque part, ça nous encourage dans notre démarche, qui est de vouloir mobiliser la diaspora, et les migrants aussi, pour pouvoir les encourager à réfléchir, à pouvoir travailler sur des projets qui sont porteurs d'emploi dans les 54 pays d'Afrique pour que on puisse développer de l'emploi. Pourquoi? Pour faire que nos jeunes puissent travailler et qu'en trouvant une activité, ils puissent s'enrichir et qu'ils puissent avoir le goût de rester dans leur pays. Alors, je voudrais savoir aujourd'hui, est-ce que vous êtes un cercle de réflexion? Non, nous ne sommes pas un cercle de réflexion, nous sommes une association, c'est-à-dire un espace où on souhaite réunir des personnes qui souhaitent en tout cas réfléchir au développement du Congo, de tous les pays d'Afrique. Alors du Congo, pourquoi? Parce que moi je suis originaire du Congo, donc c'est pour ça que je cite le Congo premièrement, mais ça concerne bien l'ensemble du continent africain. Et au travers de ces réunions que l'on a, par exemple, nous avons organisé une réunion le 8 décembre 2017, dont le thème était Europe-Afrique, les nouveaux défis. Et bien justement, lors de cette réunion, nous avons pu poser en effet quels étaient les nouveaux défis qui se posent à nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on considère qu'on a beaucoup d'expatriés entre guillemets qui vont dans notre continent et on a beaucoup des nôtres qui quittent le continent pour vouloir venir en Europe. Donc vous voyez, il y a un paradoxe. Donc c'est là où, quand on voit certaines études qui nous disent que aussi l'économie verte, l'agriculture sont des sujets de demain, est-ce que ça va se faire sans nous? Moi je ne le pense pas, donc c'est pour cela qu'on souhaite mobiliser les nôtres à bien vouloir réfléchir aux projets qui sont porteurs, en tout cas, d'emploi et qui puissent se retrouver, bien entendu, dans cette réflexion, oui, si on peut dire ça comme ça, et dans cette dynamique. D'accord. Alors, c'est quoi les grands objectifs de ADRSN aujourd'hui? ADRNS. ADRNS, excusez-moi. Voilà, en fait, donc juste un petit point d'histoire. Notre association, en fait, a commencé en 2007. Donc on était avec Marie-Alfred Ngoma. Lorsque Nicolas Sarkozy a été élu, il avait nommé Brice Hortefeux comme ministre de l'intégration et du co-développement. Et à partir de ce moment-là, nous, on avait observé avec Marie-Alfred que les diasporas donc maliennes et sénégalaises étaient très bien structurées et la diaspora congolaise pas suffisamment. Et donc, on avait organisé notre première réunion qui était quelle contribution de la diaspora en vue du co-développement. Donc, vous voyez déjà, c'est un sujet... C'était déjà bien parti. Voilà. Et depuis, qu'est-ce qui s'était passé? C'est qu'on s'est engagé avec d'autres associations, notamment SDA et d'autres, pour pouvoir travailler au développement de l'Afrique. Et en septembre de l'année dernière, en 2017, on s'est posé, on s'est dit, mais ça fait 10 ans qu'on a réfléchi, nous, à ces sujets. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, pas grand-chose. Donc, c'est pour cela qu'on a réactivé et déposé donc, les statuts de ADRNS au mois d'octobre 2017 pour vraiment aller en avant sur nos projets. Et bien entendu,
les problématiques qu'il y avait en 2007 et 2017 sont un peu différentes. Si bien qu'on a réorienté les leviers, donc ce qu'on appelle nous les leviers. Donc le premier levier, c'est l'agriculture. Donc on pense qu'au travers de l'agriculture, il y a des gisements énormes d'emplois qui peuvent être trouvés dans les 54 pays d'Afrique. Tout à fait. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est quoi? C'est de penser que lorsqu'on a une petite industrie, une moyenne industrie, une grande, penser à la gestion des déchets, c'est-à-dire intégrer cela dans le processus dès le départ pour justement préserver la nature et faire le réemploi. Exactement, la blue economy, comme ça peut se dire. Troisièmement, il y a l'économie de la connaissance. Alors là, l'économie de la connaissance, c'est un sujet assez vaste. Pourquoi? Parce qu'on va regarder ce qu'il y a autour de la biodiversité, de voir en fait le biomimétisme, s'inspirer de la nature, comment elle fonctionne pour pouvoir essayer de reproduire ces choses de manière économique. Et là, on a par exemple le moringa chez nous. Quand on voit ce produit à partir de la graine de la plante qui pousse et qui donne un arbre qui avec plusieurs vertus. Donc là, il y a beaucoup de gisements de valeur qui peuvent être déployés. Et enfin, le dernier levier, c'est les hommes et les femmes de la diaspora, parce qu'on pense qu'il n'y a de richesse que d'hommes, et que si on veut que les projets aboutissent, il faut qu'ils soient portés, incarnés par des personnes. Donc c'est pour cela qu'on souhaite aussi réunir, nous, des personnes qu'on a identifiées comme étant la diaspora TESA, c'est-à-dire technique, économique, scientifique et associative. Parce que c'est à celle-là qu'on s'adresse. Aujourd'hui, elle a une compétence, elle a des connaissances qu'elle peut mettre à profit donc, de leur pays d'origine. Alors, on va revenir en détail sur vos différents leviers. On va parler de l'économie bleue. Vous parlez de recycler les déchets. Est-ce que ce message il est perçu par les ménagères au Congo? En France, il passe plus ou moins. Faut se dire que nous, on a du mal à recycler. On met tout dans la même poubelle. Est-ce que ce message... les ménagères, elles vont vous entendre. Quel est le public, en fait, aujourd'hui que vous visez? Alors, aujourd'hui, c'est vrai que par rapport à ces sujets, on va dire, bon, nous, ici, on a le tri sélectif. Moi, je l'ai même à la maison, donc on sépare bien vous êtes un bon élève différents. Enfin, je me fais rappeler à l'ordre, mais c'est tout à fait normal, il faut s'efforcer. Mais on a quand même cet avantage de penser que même la COP 21, la COP 22 et la COP 23 ont été unanimes pour dire que l'Afrique ne pollue pas. En revanche, on peut s'apercevoir que parfois, quand on circule dans nos rues, au Congo ou dans d'autres pays, qu'on a parfois des véhicules qui sont là, des pneus qui traînent, des bouteilles en plastique et toutes ces choses-là. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions qui sont faites de manière individuelle, des personnes qui entreprennent dans différents pays pour soit faire à partir des pneus des sacs, confectionner différents produits à partir des bouteilles, refaire des sachets plastiques, enfin différentes voilà. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, exactement, mais c'est pas industrialisé. Et donc cette réflexion, en fait, nous on pense qu'il faut la voir aussi de manière beaucoup plus industrielle. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des petites, moyennes industries, à savoir comment elles peuvent, avec les personnes qui ont étudié ici, des scientifiques ou des ingénieurs qui ont travaillé ces sujets, pouvoir amener une réflexion sur la gestion des déchets que l'on a aujourd'hui déjà, que ce soit dans les pays d'Afrique aujourd'hui. Et voir comment on peut réemployer cela de telle sorte qu'on ne puisse pas nuire, bien sûr, à l'environnement. Alors, la situation économique et politique est assez difficile au Congo en ce moment. Est-ce que c'est une priorité de parler de recycler les déchets? Alors, je ne vous cache pas que je ne pense pas que ce soit une priorité. Maintenant, aujourd'hui, si moi j'ai pu faire une contribution, c'était au mois d'octobre, en disant que si l'économie du Congo réoriente ses priorités autour de l'économie verte, autour de l'agriculture d'une façon massive, on peut changer le visage, en tout cas, de notre économie d'ici 2025-2030. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tout est mis sur l'extraction pétrolière, le bois, enfin toutes ces choses-là. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, l'économie verte ne représente que 3% de ce qui est déployé au niveau du Congo. Donc, vous imaginez, avec 97% de potentiel à encore utiliser, et qui est là un gisement de valeur inestimé. Donc, c'est pour cela que il y a une prise de conscience qui doit être faite. Aujourd'hui, peut-être pas assez forte, mais nous, en tout cas, nous sommes là à DRNS, en tant que représentants de la société civile, pour impulser
et puis peut-être amener le regard sur des sujets que certains ignorent. Alors, ce message, il s'arrête à la France ou il est déjà sur place au Congo? Est-ce que vous discutez avec les étudiants, les différents acteurs économiques ou politiques par rapport à tout ça? Par rapport à ça, par exemple, lorsqu'on a fait notre dernière réunion donc, du mois de décembre, c'était diffusé donc, via, bien sûr, les réseaux, et on avait, du côté de l'université Mariam Gouabi, donc des personnes qui ont suivi notre conférence. Après, on peut communiquer au travers de la presse. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a des démarches qui sont faites, même ici au niveau de l'ambassade, où on a essayé de rencontrer donc, le conseiller à la diaspora, M. Gatsé, pour justement expliquer notre démarche et ce qu'on souhaite faire. Donc aujourd'hui, il y a des discussions qui sont en cours et on espère bien mobiliser la diaspora avec eux pour justement sensibiliser sur ces sujets et encourager nos diasporas à vraiment se pencher dessus et qu'ils puissent en tout cas investir massivement sur ces sujets, quoi. Tout à fait. Alors, il y a un autre levier, c'est l'agriculture. Vous parlez de l'agriculture biologique. Alors, moi, ça m'interpelle parce que je me dis au Congo, on mange bio. Oui. On consomme bio. Tout à fait. Pourquoi faire une campagne sur l'agriculture biologique? Alors, parce que c'est toujours, vous voyez, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Donc, il y a des choses que l'on fait bien, comme je le disais tout à l'heure, l'Afrique ne pollue pas. Donc, il faut profiter de ce qu'on fait bien aujourd'hui. Et ça en fait partie. Pourquoi l'agriculture biologique? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une tension entre l'économie verte donc, et l'agriculture, puisque derrière, quand on parle de cette agriculture biologique, on vise la sécurité alimentaire. L'avantage qu'on a dans nos pays, c'est que tout ce que l'on sème pousse, et ça serait bien de pouvoir manger ce que l'on récolte. Et ça éviterait parfois certaines importations qui, parfois, on le voit au travers des actualités, qui sont douteuses. Donc, avoir une agriculture saine, bah, ça permet justement de viser la sécurité alimentaire. Et pourquoi biologique? Bah, tout simplement parce qu'on a, si on prend toujours l'exemple du Congo, qui est l'Afrique centrale, avec les bassins du Congo, on voit bien que là, aujourd'hui, on a un réservoir au niveau donc, du CO2 qui est vraiment super extraordinaire. Il ne faudrait pas que par, en fait, le fait d'acquérir beaucoup de terres pour nourrir notre population aille justement entacher notre dioxyde de carbone qui est très bien aujourd'hui. Donc il y a toute cette tension voilà, à réguler, bien sûr à être accompagnée là par des scientifiques, hein, des agronomes, des personnes qui seraient capables d'orienter correctement en fait une exploitation agricole qui préserverait donc ce qu'on disait tout à l'heure, sécurité alimentaire, mais qui protégerait aussi la nature pour ne pas qu'on puisse déborder davantage. Alors, avec le réchauffement climatique. Tout à fait. On souhaite augmenter le rendement, mais le problème, à un moment donné, on va se retrouver avec un épuisement des sols. Oui, Est-ce que vous avez une alternative aujourd'hui à proposer? Parce que entre les engrais qui aujourd'hui sont complètement, qui créent la controverse, les engrais, les pesticides, quelle est aujourd'hui l'alternative que vous allez proposer? Alors moi, je vais vous donner un exemple. Vous savez, les engrais, quand on les utilise, c'est pour, voilà, c'est un mélange organique pour pouvoir justement faire en sorte que les plantes poussent rapidement. Alors, moi, je vais citer là un agronome sénégalais qui est Moussa Seck, un professeur, qui dit comme ça que l'Afrique, en fait, regorge d'une quantité de terres arables qui est pratiquement la moitié du monde. C'est-à-dire qu'on a encore aujourd'hui des terres qui ne sont pas encore cultivées. Et l'autre exemple qu'il citait, c'était de considérer que, pourquoi justement on parle de l'Afrique? C'est que si on arrive à travailler, on va dire, au niveau, à la taille du continent, là je ne parle plus d'un pays, à la taille du continent, on a l'avantage en fait d'avoir, nous, un climat qui est tropical, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que les oranges peuvent pousser à un moment donné au Maroc, et donc les 6 premiers mois de l'année, et les 6 autres mois de l'année, ils poussent en Afrique du Sud, ce qui fait qu'on pourrait avoir une production qui serait 2 fois dans l'année, alors qu'en Europe, on n'a qu'une production. Ce qui fait qu'on est obligé d'importer soit du Brésil, soit de l'étranger. Donc vous imaginez un peu le potentiel énorme de l'Afrique. Donc c'est-à-dire là, il faut repenser ça, en fait, au niveau du continent. Et là, de trouver justement des moyens qui permettraient de pouvoir avoir des zones de production. Et on en aurait 2 à chaque fois dans l'année, donc c'est énorme. Donc c'est simplement pour vous dire que bien penser notre agriculture, la raisonner, et pouvoir le faire avec des scientifiques permet en tout cas à faire que l'Afrique puisse être demain, pourquoi pas le numéro 1 au niveau de l'agriculture.
Alors, vous parlez beaucoup de scientifiques. Est-ce que vous prenez le temps d'écouter les acteurs locaux? Oui. La maman qui va dans les champs, le papa qui cultive son manioc à Cailly, à Ludima ou autre. Est-ce que vous avez pris du temps de discuter avec eux, de savoir comment ils fonctionnent sur place, voir leur rendement notamment et voir les problèmes auxquels ils sont confrontés? Alors là-dessus, c'est pour ça que nous, en tant qu'association ADRNS, on ne dit pas qu'on a la science infuse. Et tout ce que l'on fait, on s'appuie sur les acteurs. On va prendre l'exemple du Congo encore, où on a aujourd'hui des coopératives, c'est-à-dire que ce sont des groupements de petits agriculteurs qui cherchent à se regrouper pour pouvoir en fait produire et donner aux clients qu'ils peuvent avoir une grande quantité. Parce que chacun qui a son petit lopin de terre, il ne peut pas répondre par exemple à un grand appel d'offres. Donc ce qui se passe, c'est que ces personnes se regroupent autour de coopératives et donc sont en capacité, quand ça à plusieurs, de pouvoir répondre. Alors l'écoute, nous, elle se fait au travers de ces dispositifs-là. Ce n'est pas nous directement qui allons rencontrer les gens, c'est les associations avec lesquelles on travaille ou les groupements d'intérêt économique, les GIE avec lesquels on travaille. Par exemple, toujours pour citer à Brazzaville, on a travaillé avec Madame Marguerite Ambe, qui, elle, est responsable du GIE du Moringa, et donc qui assemble plusieurs producteurs. Et par exemple, c'est eux qui nous font des retours de comment ça se passe. Quand une maman, par exemple, a son lopin de terre de 100 mètres carrés ou 200 mètres carrés, elle sait que si elle produit, elle aura ses 30 ou 50 000 francs. Vous voyez, donc c'est déjà tout de suite des choses qui sont palpables. Donc nous, l'écoute, elle se fait au travers des partenaires que l'on a et des associations ou des GIE que l'on rencontre. Mais pas nous directement, parce qu'on ne peut pas le faire. D'accord. Alors, ADRNS regroupe des industriels, des investisseurs, des experts, des chercheurs, des étudiants. La première question, est-ce que vous soutenez la recherche fondamentale? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que vous parlez de l'agriculture, il y a des chercheurs derrière. Est-ce que vous êtes rattaché à un laboratoire de recherche Non, justement, aujourd'hui, et je remercie Bissona Bisso et Ziana TV, donc pour pouvoir lancer l'appel. J'invite les personnes à aller sur notre site internet www.adrns.org. Vous pourrez voir nos statuts et les conditions pour pouvoir vous joindre à nous. Non, aujourd'hui, je suis là aussi pour lancer un appel. C'est-à-dire que on a besoin des uns et des autres pour pouvoir travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on s'est structuré donc, au niveau de l'association pour fonctionner. Mais maintenant, on a besoin des personnes qu'on a identifiées, des techniciens, des économistes, des scientifiques et des personnes de la société civile qui vont vouloir nous rejoindre pour qu'on aille beaucoup plus en avant dans nos sujets que nous avons identifiés, pour autant qu'ils partagent cette vision. Parce que bien entendu, il existe plein d'associations et les gens peuvent se retrouver dans d'autres associations et pas forcément dans la nôtre. Alors, pour ceux qui voudraient nous rejoindre, vraiment, je vous invite à visiter notre site internet. Vous verrez, en tout cas, si ça fait écho à ce que vous souhaitez faire pour le développement de l'Afrique. Et si ça fait écho, prenez contact et on pourra discuter, parce qu'on veut intégrer le maximum de personnes et aussi les différents pays d'Afrique, pas seulement du Congo. D'accord. Et les étudiants? Vous avez combien d'étudiants aujourd'hui dans l'association? Alors pour l'instant, les étudiants, là aussi, on lance un appel. Donc on n'a pas forcément des Il y a des places. Hein. Il y a des places, exactement. Voilà. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut travailler en synergie. C'est-à-dire qu'on a des associations là qui ont été lancées il n'y a pas très longtemps à Brazzaville, si j'ai bien suivi, moi, sur Internet. C'est l'Union de Jos, qui est quelqu'un avec lequel on communique. Donc là, eux, ils sont ciblés sur la jeunesse. Et bien, justement, on peut trouver des points, en fait, où on peut travailler ensemble. C'est-à-dire que chacun doit garder sa spécificité, mais il y a des points communs qu'on peut avoir où on mène des combats tous ensemble pour pouvoir, justement, aller sur cette tâche qui est immense, quoi, hein. On n'a pas, nous, la prétention de vouloir tout régler. Ce sera avec les autres, pour autant, bien sûr, qu'on partage les mêmes visions. Alors, concernant la recherche fondamentale, alors tout dépend de quel est l'objet. Aujourd'hui, nous, on a des sujets, on va dire simples: l'agriculture, l'énergie solaire. Vous mettez chercheur, je vois chercheur, oui, moi ça m'attire. Non, mais complètement. Peut-être vous voulez faire des croisements, des graines plus résistantes. Après, il y a l'éthique aussi. Il y a l'éthique qui rentre en ligne de compte. Tout à fait. Voilà, j'ai certaines valeurs. Sachant qu'au Congo, on ne mange pas d'OGM. Voilà, exactement. Non, bien sûr. Après, on a des valeurs, on a une éthique. Voilà, on n'est pas pour aller n'importe où. C'est vraiment partir de l'existant
C'est-à-dire qu'on n'importe pas de méthode. Et vraiment, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est quelque part amener une façon africaine de raisonner. Pas forcément toujours, oui, moi j'ai étudié ici, super, merci pour tout ce que j'ai appris, mais je me rends compte aussi que parfois nos raisonnements se heurtent à des pratiques qui sont différentes en Afrique. Donc c'est bien. Ce serait peut-être temps aussi de faire évoluer les pratiques. Non, mais oui, il y a certaines pratiques qu'il faut faire évoluer, mais il y a d'autres pratiques qu'il ne faut pas les faire évoluer parce qu'on est des jeunes et puis il faut tout faire bouger, ça n'a aucun sens. Parce que là, on est dans l'innovation. R&D, on se dit... Tout à fait, mais il faut aller doucement. Peut-être temps que le saka se retrouve en boîte de conserve, le saka préparé, donc ça fait partie des challenges et des défis. Exactement. Je dirais dès 2018, il y a des chercheurs qui vous suivent, ou des cuisinières, des chefs. Ce serait peut-être, je pense, un beau défi de travailler en synergie aujourd'hui. Je me pose la question, surtout par rapport aux étudiants, est-ce que vous êtes intermédiaire dans la recherche d'emploi? Est-ce que vous les encouragez dans leur cursus scolaire? En fait, comment se passerait, parce que je dis encore aujourd'hui, il n'y a pas encore d'étudiants, cette collaboration avec les étudiants et les industriels notamment qui sont... Alors ça, c'est des projets d'avenir, c'est-à-dire que quand je dis d'avenir, c'est 2019-2020. Pourquoi? Parce que au sein de l'ADRNS, on en parlera peut-être tout à l'heure, on a un projet qui est d'avoir des lieux où on pourra justement réunir la diaspora, donc que ce soit dans les différents pays ou dans les zones économiques d'Afrique, donc dans les 5, pouvoir avoir des lieux où on a des personnes qui peuvent se retrouver. Et là, pourquoi pas avoir des partenariats avec des écoles soit françaises, soit anglaises, soit allemandes, où on a des étudiants qui sont en fin de cycle, qui chercheraient des stages de 6 mois, voire de 1 an, ou en année de césure, qui pourraient aller dans ces différents centres pour pouvoir justement apporter leur savoir en fonction des spécificités pour développer et faire ce croisement d'apprentissage de ceux qui ont parfois des terrains ou qui ont parfois la matière et eux qui ont une connaissance soit de technique, soit des choses qui permettraient d'améliorer donc l'agriculture ou d'améliorer certains procédés ou dans des entreprises des process qui permettraient de révolutionner un peu les choses. D'accord. Voilà. Donc oui, ça c'est des projets d'avenir. On va parler de vos actions concrètes aujourd'hui. Alors, en 2017, vous avez eu à organiser un colloque de la diaspora, donc ça fait 11 ans. Oui. Est-ce que vous récoltez les fruits de ce colloque? Qu'est-ce que vous en gardez? Alors, pour l'instant, cette réunion, donc c'était le lancement et puis aussi la présentation de notre association. Et au cours de cette réunion, nous avons présenté le projet de ADRNS sur 4 ans. C'est-à-dire, premièrement, donc là on est en 2018, et cette année, c'est de pouvoir déployer la vision, pouvoir présenter ce que nous sommes, ce que nous voulons faire. Et donc, nous avons pris contact, que ce soit avec les institutions. On a été à Bruxelles au mois de janvier, le 25, reçu par le cabinet du Parlement européen pour présenter notre démarche en tant que société civile. On a pris des contacts avec les ambassades. On a été à l'ambassade de Côte d'Ivoire, l'ambassade de Burkina Faso, l'ambassade du Congo. Donc là, on poursuit les demandes d'audience pour justement présenter notre démarche. Donc ça, c'est pour illustrer ce que nous sommes en train de faire. Donc tout 2018, c'est de déployer la vision, présenter qui nous sommes et avoir le maximum qui vont nous rejoindre, comme on a lancé là les appels sur les scientifiques, les étudiants. 2019, c'est là commencer à parler des projets. Donc une fois qu'on a sensibilisé, qu'on s'est présenté, là, les gens auront une écoute un peu meilleure de ce que nous sommes et nous pensons que les projets vont arriver concrètement par rapport à nos leviers. Une fois qu'on a fait ça, on souhaite, autour de 2020, avoir un espace de 5000 m² qu'on a voulu sur l'île de France où on va justement réunir toutes ces personnes pour pouvoir travailler à des projets concrets, puisqu'on aura les thématiques des projets, on aura la base de données des personnes qui pourront venir, comme dans un incubateur, un lieu où on pense, où on respire vraiment Afrique, avec bien sûr les amis de l'Afrique, pour pouvoir être un lieu de foisonnement, d'intelligence, de réflexion, de produits, de services, d'outils qui vont être pour le bénéfice de l'Afrique. Et donc, ce qu'on a appelé le Africa Green Building. Donc, vous voyez... vous avez un espace en vue déjà? Vous avez repéré un endroit? On souhaite aujourd'hui, quand on regarde... le positionnement, c'est vrai que du côté de Saint-Denis, ça serait pas mal. Parce que c'est proche de Paris, c'est là où il y aura les Jeux 2024. Donc il y a toute une c'est très stratégique. Bien entendu. Là, tout le monde va converger par là et on pourra imaginer de faire une porte ouverte lors des JO et montrer justement qu'on a un espace, un incubateur africain
situé proche de Paris. Donc en fait, ça c'est nos projets pour les 2-3 ans à venir. Vous voyez, donc on prend le temps, on ne veut pas non plus dire que voilà, on va faire les choses rapidement, non. On a vraiment pris cette année pour présenter qui nous sommes, différentes institutions. On va organiser aussi des réunions, donc soyez alertes sur les réseaux sociaux pour voilà, qu'on ait des thématiques aussi, comme on avait eu, pourquoi même pas la reconduire, mais avec peut-être d'autres aspects. Mais parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une urgence, et quand on voit ce que vous m'avez cité tout à l'heure, en tout début de notre rencontre, par rapport à nos frères qui sont voilà, décédés au large des côtes, voilà, on a une urgence là à travailler sur ces sujets et faire en sorte que notre message soit entendu d'une manière positive. On ne dit pas que voilà, il faut que tout le monde reste. Bon, c'est sûr qu'il y a toujours des gens qui voudront partir, la preuve. Mes parents sont partis, mais aujourd'hui, moi, j'ai grandi ici et j'ai beaucoup envie d'aider mon pays parce que je sais ce que c'est, je connais les limites, je connais voilà. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans nos pays, pour autant bien sûr qu'on soit accompagné et aidé. Les bonnes personnes. Voilà, c'est ça. Alors vous parlez de la diaspora. C'est pas un challenge de parler de la diaspora, parce qu'on a une diaspora aujourd'hui qui est perçue au Congo comme difficile. Oui. Une diaspora éparse, on a du mal à travailler en synergie. Est-ce que c'est pas un challenge un peu fou de se dire qu'on va rassembler la diaspora pour nous accompagner dans ce projet? Non, mais c'est un challenge fou, parce que c'est vrai qu'on entend parler de diaspora par-ci, diaspora par-là, et c'est pour ça qu'on a tenu à DRNS à préciser de quelle diaspora on parlait. On parle, nous, de la diaspora TESA, technicienne, économique, scientifique et associative. Parce que on est confronté aujourd'hui à beaucoup de difficultés, c'est vrai, à nous mobiliser. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des méfiances, comme vous disiez tout à l'heure, par rapport soit aux institutions, soit au gouvernement, si bien que les gens développent des projets tout seuls, parce qu'ils ont la capacité ou parfois ils ont les moyens. Alors, ça avance, mais à un moment donné, ils sont bloqués parce qu'ils voient bien que l'énergie développée par rapport au retour qu'ils ont ne porte pas ses fruits et ils s'essoufflent et ça s'arrête. Donc ce qu'on souhaite, nous, c'est vraiment travailler en synergie, travailler dans le sens de vouloir faire en sorte que chacun soit à sa place dans des projets, dans des objectifs bien ciblés pour qu'on ne s'épuise pas et on puisse travailler de manière vertueuse. Parce que trop souvent, on a travaillé chacun de son côté et après on s'est essoufflé et après on va critiquer les autres parce qu'ils ne nous ont pas aidés. Alors je crois que c'est pour ça que nous on fait d'abord ce travail d'explication de qui nous sommes, on essaie de déployer la vision, de toucher un maximum de personnes pour que celles qui seront convaincues, elles nous rejoindront, mais celles qui ne seront pas convaincues, elles continueront à travailler de leur côté. Mais c'est vrai que rassembler la diaspora, c'est un vrai challenge. Je le mesure au quotidien. Et quelque part, c'est vrai que si nous, on ne se retrouve pas, on ne se regroupe pas, qu'on mette de côté nos jalousies, qu'on mette de côté nos soifs de vouloir tout de suite occuper des postes, des différentes oui, aussi idéologiques, travaillons pour l'unité de l'Afrique et à partir de ce moment-là, que ça soit le point de départ pour aller plus loin. Alors, aller plus loin, ça sera le mot de la fin, Monsieur Fumutiti. Qu'est-ce que vous allez dire à toutes ces personnes qui vous ont écouté depuis le début? Parce qu'il y a des très très belles choses qui ont été dites. Il y a un chantier immense. Je pense que tout le monde peut se retrouver dans ADRNS aujourd'hui. Quel est le mot de la fin que vous pouvez leur dire? Alors, le mot de la fin, c'est que il faut qu'on se rassemble. Il faut qu'on se retrouve et il faut que nous puissions regarder ensemble dans la même direction. Alors c'est beau tout ce que je viens de dire, mais c'est tellement important parce que si on n'arrive pas à mettre nos jalousies, nos aigreurs, notre haine ou notre... voilà, toutes ces choses qui font qu'on n'arrive pas à travailler ensemble, eh ben, on va encore regarder l'Afrique dans 5 ans ou dans 10 ans, voir que les autres ont fait des choses et nous serons toujours à côté. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est travailler avec tout le monde dans le sens que si on est d'accord sur la vision, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à travailler ensemble. Pourquoi? Parce que chacun sera vraiment dans son starting block et on arrivera tous ensemble au final. Et c'est le message que je veux faire passer tout simplement parce qu'aujourd'hui, trop assez de travail de manière individuelle, il faut qu'on se retrouve pour que la diaspora soit à sa place et qu'elle soit responsabilisée, parce que trop souvent,
il y a des invectives, il y a des choses comme ça, il faut qu'elle soit responsabilisée et qu'elle joue un rôle pour demain. Joue un rôle pour demain, c'est très beau. On espère que ce message sera entendu et que ça puisse se réaliser. Alors avant de se séparer, on va donner les nouvelles de la semaine. Nous avons l'association Bir-la-Charoye qui lance un appel pour le petit Kopi qui est malade en Centrafrique, qui a besoin de soins. S'il y a des médecins, s'il y a des personnes de bonne volonté qui veulent bien les accompagner pour acheter les médicaments pour ce petit enfant qui est très malade, n'hésitez pas à nous contacter via la page Facebook de Bissona Bisso ou directement contacter Madame Bazerol. Voilà. Un grand merci à vous, Monsieur Foumoutiti, d'être venu sur le plateau de Bissona Bisso. On espère vous revoir très vite et avoir de bonnes nouvelles. Surtout voir comment se porte l'association et voir s'il y a des adhésions encore plus massives, voilà, les chercheurs et les étudiants. Exactement. Voilà. Cette émission a été réalisée en collaboration avec Noko Kumu et Sir Makosio, une production de Ziana TV. Merci à vous tous qui nous suivez, toujours aussi nombreux. Au revoir.